Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule politique américaine. La dernière a suscité beaucoup de réactions. J'ai eu beaucoup d'actions dans les commentaires. Ça continue de faire jaser. J'ai même quelqu'un qui a mentionné on devrait plutôt que parler de sondage à 3 mois des élections, on devrait plutôt parler d'analyse plus structurelle comme l'analyse, la grille analytique proposée par Alan Lichtman. Et je crois que c'était une excellente idée. C'est quelque chose que je voulais faire de toute façon. Donc, merci à l'usager d'avoir fait cette recommandation. Très heureux d'en parler. Alan Nickman est quelqu'un qui s'est spécialisé en élection présidentielle, en prédiction d'élection présidentielle. Je vous donne un petit aperçu de comment qu'il a eu l'idée de faire cette espèce d'analyse qualitative qui permet de bien prédire les élections. Et il s'était intéressé au fait que les séismes, qui sont quelque chose de très difficile à prédire, avaient, si on prend une stricte analyse, comment dire, mathématique, là, numérique, donc il avait vu que certains experts s'étaient placés pour faire une analyse avec des clés qui permettaient de prédire s'il allait avoir un séisme, et c'était très très différent de ce qu'on pourrait faire avec juste suivre un sismographe, là, très difficile à prédire. Donc il s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas quelque chose comme ça en sciences sociales et on ne tenterait pas de faire un modèle de clés. Alors il a contacté les gens qui avaient fait le modèle avec des clés pour les séismes, puis ensemble ils ont travaillé pour rétrofiter, là. Donc on va trouver les éléments qualitatifs qui permettent de prédire une élection présidentielle. On s'est servi de la banque existante d'élections dans le passé, puis on s'est assuré que le modèle fonctionnait toujours. Puis après ça, après essai et erreur, ils se sont retrouvés avec un système avec 13 clés qui permettent de prédire les élections présidentielles jusqu'à date avec un taux de 90%, puisqu'il en a prédit 9 sur 10. Celle qui n'a pas fonctionné, c'est Bush contre Gore. Et comme on sait, ça a été, disons, très serré. Un vote de la Cour suprême 5-4 décidé, 5 républicains, 4 démocrates, avaient décidé de ne pas procéder à un recomptage en Floride. Alors, plusieurs personnes, là, j'ai pas envie de tomber dans le election denial, mais tu sais, disent qu'en fin de compte, cette élection-là aurait plutôt dû aller du côté démocrate. Donc, c'est pas une grosse prise contre un système qui a prédit une victoire de Al Gore en l'an 2000. Au contraire. Donc, vous en ferez ce que vous voudrez. Juste pour dire que c'est un modèle qui est là et que les gens en parlent et qui a quand même un très très bon taux de prédiction. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être discuté aujourd'hui. Puis regardons un peu au-delà des sondages, encore une fois, qui sont une photo dans le temps. Donc, c'est ce qu'on a fait hier. On a regardé la photo dans le temps quelques jours après que Kamala Harris devienne la candidate démocrate présumée. Elle n'est même pas encore officiellement la candidate démocrate. Donc, et je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disaient qu'il est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais allons-y avec ce que Alan Lichtman nous propose. Donc, allons-y avec les clés. Je vais vous les expliquer, là, okay, parce que là, Alan Lichtman l'explique, puis je vais mettre le numéro, je vais mettre le plus récent vidéo dans la description de cette vidéo-ci. Vous pourrez aller la voir. Ça date, une vidéo qui date d'hier. Dimanche, je crois bien. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est pas mon interprétation des clés, c'est l'interprétation d'Alan Lichtman. Puis je vous prie de croire que les termes qui ont ici, les termes utilisés, ont un sens précis, là. C'est pas votre opinion de ce que vous pensez de la chose. C'est vraiment celle que le modèle, celle qu'ils utilisent pour le modèle. Donc, je vous les explique une par une. On va les passer. Alors, simplement un rappel que la façon dont ce modèle fonctionne au niveau structurel, c'est qu'il y a 13 clés. Et si, c'est bien marqué ici, là, s'il y a 6 clés qui tombent fausses, alors le challenger l'emporte. Et s'il y en a 8 qui sont vraies, c'est la personne qui est du parti qui détient déjà la Maison-Blanche qui l'emporte. Alors, c'est vraiment pas on ne regarde pas deux candidats puis on les compare. On dit quel parti détient la Maison-Blanche, quel parti a la présidence, peu importe que ce soit le président sortant ou une autre personne du même parti. Et à partir de là, sur les 13 clés, le parti qui détient la Maison-Blanche doit en conserver 8 et ne pas permettre que 6 clés tombent du côté de l'adversaire qui n'est pas encore dans la Maison-Blanche. Donc, voilà le contexte. Allons-y avec la première clé. Des gains dans les élections midterm. Et on dit, faites attention, c'est le nombre de sièges midterm versus midterm précédent. Et dans ce cas-ci, les républicains ont fait des gains. Ceci n'est pas
l'objet de débat. C'est un fait. Ils ont fait des gains par rapport à il y a 4 ans. Pardon, par rapport à il y a 6 ans. Donc voilà, cette clé tombe direct en partant. Alors, no primary contest. Alors, la définition de cette clé est que du côté seulement du parti de la présidence, il y a soit pas eu de primaire, ou alors une primaire, c'est ce qu'on appelle une investiture là, à la présidence, ou alors que cette investiture se soit passée de façon si dominante pour la personne qui l'a remportée, qu'elle a remporté 2/3 des votes à l'espèce de convention. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que ni Joe Biden ni Kamala Harris n'ont fait l'objet d'une véritable primaire. Même s'il y avait des gens contre Biden, Biden a remporté facilement plus de 2/3 des délégués. Et Kamala Harris, pour l'instant, ne semble pas faire l'objet d'une primaire. Donc, écoutez, je veux dire, on peut le mettre peut-être likely, là, mais on va le laisser comme ça pour l'instant. Mais c'est clair que là, pour l'instant, cette clé va à l'avantage des démocrates. Alors, incumbent seeking re-election, c'est est-ce que le président ou la présidente en exercice tente de renouveler son mandat? C'est ce que les démocrates avaient avec Joe Biden. C'est ce qui avait fait dire à Alan Lichtman que les démocrates étaient un peu fous de changer, de jeter cette clé. Et parce que là, c'est maintenant, encore une fois, ce n'est pas un objet de débat. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Joe Biden qui sollicite un nouveau mandat. Donc, cette clé passe aux républicains. Et Alan Lichtman avait dit, vous devriez à tout le moins que Joe Biden s'écarte de la présidence, nomme Kamala Harris, ou que par le truchement de la Constitution, Kamala Harris devienne présidente pour lui donner l'avantage de l'incumbent et qu'il n'y ait pas de primaire. Mais bon, ils ont suivi 50% de ses recommandations, donc il est mi-figue, mi-raisin là-dessus. Pas de tiers parti. Pas de tiers parti, ça ne veut pas dire Robert F. Kennedy existe, donc il y a un tiers parti. On dit que le tiers parti représente une insatisfaction face à la gouvernance actuelle. Et donc, s'il existe un tiers parti, c'est au désavantage de la présidence. Peu importe comment les sondages disent que le tiers parti enlève des votes à qui ou à quoi, c'est plutôt sa simple existence représente de l'insatisfaction populaire. Mais on fait attention, le tiers parti doit être à même de remporter 5% des votes. Et là, malheureusement, ça nous met dans le domaine du sondage. Robert F. Kennedy, les sondages vont de 2 à 12%. Donc, ça pourrait... Alan Lichtman rappelle que la plupart du temps, peu importe les sondages, le tiers parti remporte la moitié, parce que à mesure qu'on se rapproche du vote, les gens soit n'ont pas le cœur de sortir voter pour un vote gaspillé ou décident de voter utile. Donc, diviser par 2 le sondage, mais c'est pas tout, parce que je vous l'avais dit dans une capsule précédente, c'est très difficile de se présenter président des États-Unis. On doit se présenter président dans les 50 États. Il y a des règles différentes. Il y a beaucoup d'argent à payer. Et la plupart du temps, les tiers partis ne se présentent pas dans les 50 États. Là, je ne pense pas que le modèle soit précis sur le nombre d'États dans lesquels il faut se présenter. Mais là, ce qui est clair, c'est que Robert F. Kennedy ne sera pas présent dans chacun des États. Donc, pour l'instant, Lichtman donne cette clé aux démocrates faibles. Okay? Donc, on va s'en rappeler. On en reviendra plus tard. Mais Robert F. Kennedy ne qualifie pas, selon Alan Lichtman, de tiers parti effectif. Ensuite, économie à court terme forte. Et encore une fois, ceci n'est pas votre opinion sur l'économie, ni la mienne. C'est un critère objectif. Est-ce qu'il y a une récession dans l'année de l'élection? Et présentement, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas, mais il y a encore les résultats d'un autre trimestre à être annoncés. Donc, comme vous savez, une récession, c'est 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Donc, ceci n'est pas encore... on vient de sortir les chiffres de la fin du 2e trimestre, donc il reste de l'analyse à faire. Donc, pour l'instant, ceci est une clé qui favorise les démocrates, puisqu'il n'y a pas eu de récession dans l'année de l'élection. Ensuite, économie à long terme forte. Encore une fois, ce n'est pas votre opinion, ce n'est pas la mienne. C'est un critère qui est, est-ce que la croissance économique au cours c'est l'équivalent du quinquennat à 4 ans, là, j'avoue que j'aimerais savoir comment on le dit, mais le mandat présidentiel a été plus grande que la moyenne des 2 mandats présidentiels précédents, en tenant compte évidemment de l'inflation, donc en dollars réels. Et la réponse à cette question pour l'instant, c'est oui. Donc, il y a eu plus de croissance sous Joe Biden que dans la moyenne du mandat de Trump et du dernier mandat d'Obama.
Major policy change, alors là, on parle de quelque chose comme le New Deal ou quelque chose de très grande envergure historique ou alors des politiques systématiquement très différentes de la gouvernance précédente. Alan Lichtman donne un fort démocrate à ça parce que c'est clair que les politiques de Joe Biden sont très différentes de celles de Donald Trump. Il y a eu beaucoup de législation très importante. Biden était un sénateur de longue date, il savait comment passer des législations, même dans un contexte bipartisan. Alors, nous y voici. Une clé qui tombe du côté démocrate. Alors, pas de pression sociale, de social unrest, de perturbation sociale. Là, on parle de perturbation sociale de l'ordre de des gens se font tuer dans la rue, allument des feux, un peu comme dans Black Lives Matter, ça leur est compté comme du social unrest. Et les manifestations des années 60, pas des gens qui manifestent dans la rue, ça c'est les États-Unis un jour X. Donc présentement, il est prudent, il dit que ça, on n'a pas ça, mais que la plupart du temps, ça se joue à la convention du parti au pouvoir. Donc là, la convention démocrate, dans 3 semaines, ça va être de voir si les protestations des gens liés à la gestion de Gaza vont s'élever au rang de social unrest. Mais pour l'instant, c'est une clé qui avantage les démocrates. Ensuite, pas de scandale. Il y a encore une version précise du scandale. Le scandale doit être un scandale de corruption qui touche personnellement le président et il doit y avoir un consensus, ou en tout cas, il doit y avoir des avis bipartisans. Ça veut dire qu'il y a au moins une partie du parti présidentiel qui partage l'avis qu'il y a un scandale qui touche la présidence. Et alors, malgré les meilleurs efforts des républicains, malgré des années d'enquête, ils se sont plutôt plantés, là. Ils n'ont plutôt rien trouvé. Ils ont présenté un témoin finalement qui était capable de témoigner contre Joe Biden. Ce témoin-là a été inculpé pour avoir menti au FBI précisément sur cette question-là. Donc, mine de rien, ils sont en train... Les démocrates ont proposé une motion de censure. Les démocrates ont proposé l'impeachment de Donald Trump. Les démocrates ont proposé un impeachment de Joe Biden pour mettre au défi les républicains de passer cette motion en comité pour retourner au House. Et puis les républicains n'ont pas voté pour. Donc, c'est clair que s'il y avait à avoir un impeachment, il y aurait eu lieu. Donc, ça, c'est une clé solidement démocrate, selon Alan Lichtman. Ensuite, aucun échec de politique étrangère ou militaire. Alan Lichtman donne ça comme étant une faillite démocrate. Parce que quand même, avec l'état du monde actuel, on ne peut pas vraiment dire que les choses... se passe bien. Il y a eu plusieurs comment dire, l'image des États-Unis présentement dans le monde n'est pas terrible, avec la guerre en Ukraine qui a été déclarée, avec le 7 octobre en Israël. Même chose, il n'y a pas vraiment de grands succès militaires ou diplomatiques. Organiser une belle conférence de l'OTAN, c'est pas suffisant. Ensuite, le candidat démocrate est charismatique. Par charismatique, on veut dire once in a generation. Donc, une personne très, 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 très charismatique, légendaire. Au charisme légendaire, écoutez, ceux qui suivent cette chaîne savent que je ne crois pas du tout que Kamala Harris soit cette personne. Et comme on appelle un critère historique, Kamala Harris n'est certainement pas ce critère historique. Et c'est ça le critère. Ici, c'est pas votre opinion, c'est pas mon opinion. C'est est-ce que cette personne-là, on dit d'elle que c'est vraiment une fois par génération que le niveau de talent, certainement pas. Et c'est la même chose pour Donald Trump, parce que un des critères... ça c'est bleu. Un des critères de cette clé, c'est que il y ait des gens de l'autre parti qui veuillent voter pour cette personne-là, comme on a vu pour Reagan. Il y avait des Reagan Democrats. On avait vu des gens basculer, voter pour Obama, ou des politiciens historiques capables d'aller faire chercher des votes de l'autre côté. Alors, si on fait le total, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. 5, alors que ça en prend 6. Donc, au jour d'aujourd'hui, ou plutôt d'hier, Alan Lichtman explique que son modèle prédit une victoire de Kamala Harris. OK? C'est un peu comme les sondages, parce qu'il n'a pas fait une prédiction finale, parce qu'il reste encore à déterminer la force du tiers parti. Bon, écoutez, j'ai mis primary peut-être, là, mais c'est un peut-être entre guillemets, parce que, comme je dis, ce n'est plus techniquement possible de se présenter contre Kamala Harris. L'économie, on reste à voir si on va avoir une récession, c'est pas parti pour. L'économie à long terme, c'est presque dans le sac. En fait, je vais plutôt mettre le deuxième niveau, là. C'est presque dans le sac que ça va être plus fort que les mandats précédents. Ça, c'est pas vraiment... il y a eu un gros changement de politique. Le social unrest pourrait encore basculer.
Voilà, donc c'est pas tout à fait encore terminé. Mais au jour d'aujourd'hui, le modèle prédit une victoire de Kamala Harris. Voilà, c'est ça que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vous dirais, il y a eu beaucoup de gains d'intérêt pour la chaîne dans les derniers jours. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez plus de capsules comme ça. Et mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, de la formule, mais aussi, dans ce cas-ci, Alan Lichtman, qu'est-ce que vous pensez d'un modèle qualitatif comme ça? Vous avez été nombreux à critiquer les sondages, mais ça, c'est un modèle qui semble avoir fait ses preuves, donc je serais curieux d'entendre qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite à la prochaine.